Conditions magasin. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Guillaume Tabar à 8h11 pour l'éditorial avec Le Figaro. Guillaume Tabar, bonjour. Bonjour David. Marion Maréchal, Éric Zemmour et Sarah Knafo assistent aujourd'hui à l'investiture de Donald Trump, mais pas Marine Le Pen. Que nous dit cette différence d'approche au sein de ce qu'on pourrait appeler la droite nationale ou radicale? Écoutez, le cas Trump offre effectivement le moyen à ces différentes mouvances de se différencier, mais il faut d'abord souligner une différence de statut. Il y a ceux aujourd'hui qui sont invités directement par Donald Trump. Ce sont principalement pour l'Europe des chefs de gouvernement, comme Giorgia Meloni ou Viktor Orban. Et puis il y a ceux qui sont présents parce qu'invités par différents canaux parallèles ou secondaires. Alors Marine Le Pen n'aurait sans doute pas boudé une invitation protocolaire, mais elle ne voulait pas revivre l'épisode pas très glorieux de 2017, où on s'en souvient, elle avait fait le pied de grue au pied de la Trump Tower, dans l'espoir finalement vain d'une poignée de main avec le président élu. À l'inverse, Marion Maréchal ou Éric Zemmour et Sarah Knafo, eux, ont tout à gagner. Leur parti n'a pas le poids du Rassemblement national. Donc, pour exister, ils ont besoin de se faire remarquer. Et quoi de mieux pour se faire remarquer que d'être présent à Washington pour l'investiture du président de la première puissance mondiale. Cela donne le sentiment, ou disons l'illusion, de jouer dans la cour des grands. Ça dépend à quel rang on est assis. Au-delà de ces postures médiatiques, n'y a-t-il pas aussi des raisons idéologiques qui expliquent cette différence d'attitude face à Trump? Si, d'ailleurs, vous noterez que cette question de la présence à l'investiture ne se pose qu'au sein du périmètre de la droite nationaliste. Pour Marine Le Pen, eh bien, je dirais qu'elle a besoin de se détacher de quelques figures dont l'opinion française, dont l'opinion française l'a tirée vers le bas. C'est vrai pour Trump, hein. Elle était fanat en 2016, mais aujourd'hui, elle ne veut pas être associée aux dérives de l'assaut contre le Capitole, par exemple. Puis c'est évidemment vrai pour Poutine. Disons que la finaliste de la présidentielle veut faire oublier l'image d'une candidate sous tutelle étrangère. Zemmour, Sarah Knafo ou Marion Maréchal, eux, ils veulent au contraire être identifiés à celui qui incarne une droite franchement libérale, même si c'est un libéralisme très nationaliste, libéralisme que n'est pas le RN, et qui mène un combat Trump, un combat civilisationnel, notamment contre le wokisme. Là encore, un combat sur lequel le RN ne veut pas se monter pour ne pas apparaître en parti conservateur. Le Trumpisme s'y est mieux finalement à Reconquête et à Identité-Liberté, le parti de Marion Maréchal. Alors, vu les discours et l'image de Donald Trump en France, ce parrainage n'est-il cependant pas encombrant? C'est vrai que Trump a une image un peu d'épouvantail chez nous. Seuls 31% des Français se réjouissent de sa victoire. C'est peu, mais ça n'est pas rien. Donc Maréchal, Zemmour ou Knafo se disent que quand toute la classe politique s'oppose à Trump, le tient à distance ou l'ignore, eh bien, il peut être de bonne tactique d'être les seuls à assumer d'être de son côté. Être clivant, provocateur ou très droitier, c'est sans doute médiatiquement très mal vu, mais politiquement, il y a un créneau. Et puis, comme 41% des sympathisants du RN approuvent Trump, mais que Marine Le Pen, elle, ne se revendique plus du Trumpisme, eh bien, Reconquête ou Marion Maréchal font le pari que cet électorat-là leur sera reconnaissant de ne pas céder au politiquement correct, sous-entendu contrairement à Marine Le Pen. L'éditorial de Guillaume Tabar, que vous retrouvez sur l'application Radio Classique. Vous retrouvez également Guillaume sur lefigaro.fr en vidéo et puis sur la chaîne YouTube de Radio Classique. Tout de suite, l'auteur qui vient de publier Nuit blanche chez Grasset, les carnets d'un insomniaque, au lendemain de l'échange d'otages et de prisonniers en Israël et à quelques heures de l'investiture de Donald Trump, Bernard-Henri Lévy est l'invité de la matinale. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Classique en direct pour parler à nos auditeurs. On va parler de ce récit d'une nuit blanche qui évoquera beaucoup de choses aux gens qui souffrent d'insomnie et qui cogitent. Avant cela, l'actualité internationale, elle s'impose. C'est la libération des 3 otages qui rentrent chez elles. C'est aussi la libération de prisonniers palestiniens, activistes, terroristes, prisonniers politiques, des femmes et des mineurs. Que vous inspire cet échange ? Il y a une chose déjà qui m'exaspère dans certains médias, c'est la formule « échange de prisonniers ». On a quand même beaucoup lu ça hier soir, dans certains journaux, notamment anglo-saxons. C'est pas un échange de prisonniers, c'est un échange entre des innocents, des jeunes filles qui sont l'innocence même et qui ont été prises en otage,
et des assassins, des hommes qui ont du sang sur les mains de l'autre côté. Donc il n'y a pas de symétrie à faire entre les deux. Et il faut faire vraiment attention à ça. La presse française a été plutôt correcte, la France anglo-saxonne beaucoup moins. Vous évoquez cette symétrie étrange et cette anomalie sémantique, si j'ose dire. Au-delà de ça, 3 otages, 90 prisonniers palestiniens. Qu'est-ce que ça signifie sur le plan politique, sur la symbolique, qui c'est pas nouveau, hein, mais ça a une signification très forte. Ça signifie ce que nous savions déjà, que pour Israël et pour une conscience juive, là, une vie humaine est sans prix, et qu'on est prêt à payer très cher symboliquement et politiquement pour récupérer un otage. Après, il y a un autre prix à payer, et moi je vois ça quand même avec un peu d'effroi, je vous le dis franchement. Hier, on a vu le Hamas pavoiser. On l'a vu crier victoire. On a vu avant-hier les ayatollahs iraniens dire que la résistance, entre guillemets, l'avait emporté. Il serait dramatique que les otages reviennent, c'est magnifique. Mais il serait dramatique que cela soit l'occasion pour le Hamas, non pas de capituler, mais au contraire de devenir une icône du mouvement palestinien et de la région. Auquel cas la paix serait repoussée vraiment au calendes. C'est le risque de voir au terme de ces 15 mois de guerre, qui sont peut-être pas terminés, parce que une trêve c'est fragile, surtout dans cette région du monde, de voir le Hamas devenir le symbole, vous avez mis des guillemets, mais de la résistance des Palestiniens, parce que finalement, face à Israël, il n'y a plus personne à part le Hamas. Voilà, symbole de la résistance à Israël, à l'Occident, symbole de la faiblesse de l'Occident, ça pourrait tourner à ça. Alors, attendons, la fin de l'histoire n'est pas dite. Mais moi, ma position depuis le début, ce que j'ai dit sans cesse, c'est qu'il y avait vraiment 2 objectifs quasiment irréconciliables. Bon, c'est comme ça. 1, libérer les otages. 2, faire capituler le Hamas. Pas vaincre militairement, capituler. Comme Hitler, qui capitule à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui fait un acte de capitulation. Comme Arafat en 82, quand il accepte qu'on lui envoie un bateau gréco-français et qu'on l'exfiltre vers la Tunisie. Il y a un moment, quand vous avez affaire à des gens comme ça, la seule issue politique, c'est qu'ils rendent les armes. Rendent les otages d'abord, bien sûr, mais rendent les otages et rendent les armes. Pour l'instant, ils ne rendent pas les armes. Ça suppose, pour aller sur le chemin de la paix, puisque Israël ne veut pas négocier avec le Hamas, la substitution d'une autorité, d'un interlocuteur pour négocier ce qui pourrait être la paix. Pour l'instant, la trêve, elle s'est négociée entre des puissances régionales et évidemment avec la contribution des États-Unis, évidemment les autorités israéliennes. Que peut-on mettre à la place du Hamas ? D'ailleurs, l'expression est absolument impropre, mais quel interlocuteur trouver à la place du Hamas ? Écoutez, il y a l'autorité palestinienne qui existe, qui a été détrônée par le Hamas en 2007. Il y a les Palestiniens du silence, dont je ne me résigne pas à penser qu'ils soient tous des barbares déchaînés et assoiffés du sang des otages. Je suis convaincu qu'il reste une majorité ou une minorité silencieuse de Palestiniens qui sont prêts à tendre la main que lorsqu'Israël la lui tendra. Il y a la question de la cicatrice aussi. Alors il y a la cicatrice du côté israélien, évidemment, avec ces massacres du 7 octobre. Et puis il y a des dizaines de milliers de morts du côté palestinien. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment bâtir la paix quand il y a autant de morts ? Vous savez, c'est la question qu'on s'est posée après la Seconde Guerre mondiale. Comment faire pour bâtir la paix entre la France et l'Allemagne quand il y a autant de morts ? C'est la question qu'on s'est posée. Moi, j'étais sur le terrain. J'ai tourné un film qui s'appelait La bataille de Mossoul en 2015. Quand les forces alliées, notamment la France, ont tapé Daesh à Mossoul. Beaucoup de morts, beaucoup de destruction. Finalement, vous savez, il y a une espèce de loi horrible, mais c'est comme ça. C'est la loi de la victoire ou de la défaite. Quand vous gagnez, les peuples n'aiment pas les losers. Voilà. Regardez bien, Mossoul, l'Irak, etc. Après la victoire à Mossoul, Daesh a baissé d'un ton. Et Daesh a perdu une grande part de son aura à l'époque, de son attractivité. Mais ça passe par une défaite militaire. J'aime pas parler comme ça, moi je suis intellectuel, mais c'est la vérité. Ça passe par une défaite militaire cuisante et totale. Et c'est ça qu'il faudra si l'on veut que l'hypothèque islamiste dans cette région du monde, à Gaza ou ailleurs, soit levée. Il faudra une défaite cuisante.
Bernard-Henri Lévy, vous publiez Nuit blanche chez Grasset, vous y racontez vos insomnies qui sont à la fois liées au fracas du monde, mais également aux promenades d'un chat dans cet appartement, chat que vous tolérez, aux souvenirs des amis, proches disparus, à l'archivage de votre journal quotidien et à tout un tas d'autres choses, et notamment vous faites référence à un entretien avec Benjamin Netanyahou. Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises. La dernière fois, vous dites qu'il vous a conseillé de vous installer un pacemaker avant même d'être malade du cœur. Est-ce que ce sera l'homme de la paix, Benjamin Netanyahou? Ça, c'est même une scène assez drôlatique et rocambolesque. Mais bien sûr qu'il peut être l'homme de la paix, oui. Il peut l'être, comme Ariel Sharon l'a été, comme Menahem Begin l'a été. C'est des hommes de guerre. Des chefs de guerre. Peuvent faire la paix. Moi, je suis pas d'accord avec lui. Il le sait, on a des relations très cordiales, mais il sait très bien que nous sommes opposés idéologiquement. Néanmoins, il a été un assez bon chef de guerre, là, depuis 1 an et demi. Et un bon chef de guerre peut faire un homme de paix. C'est les ruses de l'histoire. Hein. Hegel, ruse de l'histoire. L'histoire avance, arrive par des biais où on ne l'attend pas. C'est possible. Bernard-Henri Lévy, il y a 20 ans, vous avez publié American Vertigo, une sorte de carnet de voyage à travers les États-Unis. Ça fait 20 ans exactement. 20 ans, 1 an. 21 ans, American Vertigo. Que comprenez-vous de l'Amérique qui célèbre aujourd'hui Donald Trump, dont vous parlez assez peu comme cause d'insomnie, en vérité? Non, j'en parle assez peu parce que j'ai écrit tellement sur lui déjà, et sur cette Amérique malade. American Vertigo, vous avez raison, c'était il y a 20 ans. Il y a une espèce de maladie, de folie qui est en train de s'emparer de ce pays depuis quelques années, c'est vrai. Et le fait que la grande Amérique, moi que j'adore, moi je suis un américanophile absolu. Je fais partie des gens qui disent je serais pas né sans les soldats américains qui ont débarqué en France et qui ont libéré mon pays. Mais voir que ce pays est divisé entre les casquettes rouges de MAGA et les woke des universités, c'est quand même désespérant. Votre cœur balance entre les deux ou vous rejetez les deux en bloc, vous les mettez dos à dos? Je rejette les deux en bloc. J'ai fait toute une tournée sur le terrain aux États-Unis il y a quelques semaines dans les universités. Je suis allé au contact des pro-palestiniens, des surexcités de l'islam radical. Je suis allé leur parler, je suis allé me confronter à eux. Ils ont tenté de m'empêcher de parler, j'ai parlé quand même. Bref, pour moi, c'est des adversaires idéologiques sérieux, mais ces gens, cette espèce de vulgarité nihiliste dont on a vu quelques exemples, cet art du deal, l'idée que l'on pourrait régler l'affaire ukrainienne, la guerre en Ukraine, qui pour moi est tellement importante sur une espèce de deal, tout ça m'effraie aussi. Donc l'Amérique n'est pas vouée à... C'est comme la France. La France, j'espère qu'on n'aura pas à choisir entre Mélenchon et Le Pen un jour, parce que le choix est impossible. Et le fait qu'on ait eu à choisir là, entre les MAGA et les wokistes, c'est un choix du diable. Quand on lit Nuit blanche, Bernard-Henri Lévy, quand vous tentez de vous endormir, des gens ressuscitent, des gens qui incarnent la culture européenne. Alors vous allez citer Georges Semprin, Stéphane Zweig et beaucoup d'autres, des poètes, des intellectuels, vos maîtres en philosophie, il y a Lévinas, il y a Althusser. Enfin tout ça c'est la culture européenne, qui est une culture fascinée, modelée, qui est née dans les idées. Qu'est-ce qu'elle peut, cette Europe-là, cette Europe de la nuance, cette Europe des intellos, cette Europe qui a sanctifié la culture, la musique classique, tous les arts, qu'est-ce qu'elle peut face à cette Amérique et face à la brutalité du monde? Je pense qu'elle peut sauver le monde, cette Europe-là, si vraiment elle prend conscience d'elle-même, si elle renoue avec ses racines spirituelles, que je raconte en effet dans ce livre, si elle porte fièrement ses valeurs, elle peut s'opposer aux dingos de chez Erdogan, de chez Téhéran, de Moscou, de la Chine et autres. Et puis elle peut... Vous savez, l'Amérique, qu'est-ce que c'est? Le projet américain. Le projet américain, c'est un recommencement de l'Europe. Quand les Américains fondent l'Amérique, c'est des gens qui viennent de Londres, d'Amsterdam et de Paris, et qui pensent qu'ils vont faire une Europe en encore mieux. Hein, un peu comme les rescapés de la ville de Troie, prennent le bateau et vont fonder Rome pour faire une Troie
la guerre de Troie encore plus suprême, les Européens partent pour faire en Amérique une Europe réussie. Il n'y a, pas d'États-Unis d'Europe quand l'Amérique se crée quand même. Il n'y a pas cette vision... Non, mais il y a les Lumières. Il y a ce lien de vie. Il y a ce fil d'or entre l'Amérique et l'Europe. Et alors moi je vous dis, ça fait partie de mes hantises dans mes mauvaises nuits. Si ce fil d'or est rompu entre l'Amérique et l'Europe, ce fil d'or, c'est-à-dire un fil de vie, un fil de mémoire, un fil de culture, un fil d'intelligence, un fil de réflexes partagés, alors je crois que les salauds, c'est-à-dire les Iraniens, les Russes, les Chinois, l'emporteront. La révolution américaine, elle part aussi d'une question fiscale. Les Américains veulent arrêter de payer les Anglais. Il y a de l'argent derrière ça. La culture américaine, c'est aussi une culture de l'argent et du business. Oui, mais bien sûr qu'il y a ça. Mais il y a aussi les pères fondateurs qui, sur le Mayflower, lisent Virgile en latin. Et ils lisent Virgile en latin parce que Virgile, ça raconte comment on quitte Troie pour aller fonder Rome. Et ça raconte par proximité, par contamination, comment on va quitter Rome pour aller fonder New York ou la Nouvelle-Amsterdam. Et ça, c'est la beauté de l'Amérique. On est en direct sur Radio Classique et en direct en lisant Nuit Blanche, en direct d'une Nuit Blanche de Bernard-Henri Lévy, puisque on tire le fil d'une nuit, c'est l'appartement témoin de vos insomnies, Bernard-Henri Lévy. Vous avez compris pourquoi vous ne dormiez pas ? Oui, mais j'ai compris, mais c'est pas ça, c'est pas le plus intéressant. Bien sûr, j'ai compris parce que j'ai peur de mourir, en gros. Oui, il y a un grand poète français, Pierre Ronsard, qui expliquait qu'il ne dormait pas parce que quand il dormait, son âme s'envolait de son corps. Elle allait rejoindre les nuées et il n'était jamais sûr, jamais totalement certain qu'elle allait revenir au matin. Il craignait qu'elle reste coincée dans les voûtes célestes, comme la chienne Laïka aujourd'hui ou un Spoutnik perdu. Donc il dormait pas. L'évêque Tertullien, les pères de l'Église, disaient, ça, je commande ça assez longuement, comment la vraie petite mort, c'est le sommeil. Et comment Dieu a donné le sommeil aux hommes, pas pour les reposer, pour les habituer à la mort. Les Juifs, il y a un texte du Maharal de Prague que je cite, pareil, et qui explique pourquoi le sommeil, c'est 1/60 de la mort. Bref, il y a quelque chose autour de cette affaire sommeil. Moi, j'envie les gens qui dorment comme des bébés, et qui dorment comme des anges. Moi, il y a quelque chose autour de cette affaire sommeil qui me terrifie, mais je crois comme plein de gens que je rencontre. Là, je reçois du courrier depuis que ce livre est sorti. Je reçois des paquets de messages de gens dont je découvre qu'ils sont comme moi. Vous n'avez pas peur de manquer quelque chose en dormant ? Mais il y a ça aussi. Je pense que alors non, c'est les deux. En dormant, on gagne quelque chose. C'est cette espèce de vie nocturne, la vie des rêves. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, où on parle de vie de homme augmenté, l'homme augmenté, une des manières de l'augmentation de l'homme, c'est les rêves. Les rêves, on a des vies insensées en rêve. Moi, je me rappelle les rares autrefois. Je ne rêve plus, mais j'ai des souvenirs quand même. Lorsque je rêvais, j'avais des rêves passionnants. Je m'incarnais en des personnages incroyables. Il m'arrivait des choses insensées. Je voyais des chefs-d'œuvre un chef-d'œuvre de Goya qui n'existait pas et que la seule imagination du rêve arrivait à dessiner. Donc, on perd quelque chose à ne pas dormir. En même temps, ne pas dormir, oui, c'est 2 fois plus de temps pour écrire, 2 fois plus de temps pour réfléchir, 2 fois plus de temps pour lire la presse américaine à partir de tard la nuit et peut-être même la presse de Hong Kong. Enfin bref, et ainsi de suite, oui, bien sûr. Vous envoyez des SMS la nuit à vos amis, vos éditeurs, vos collègues ? J'envoie des SMS et je raconte d'ailleurs quelques aventures un peu navrantes qui me sont arrivées, parce qu'évidemment, quand on prend des somnifères et quand on les prend à haute dose, là, on peut vraiment faire des bêtises. C'est-à-dire qu'on peut envoyer un SMS totalement incohérent et totalement genre Chirac à la fin de sa vie. Vous savez, quand il souffrait de cette voilà, il y a plus de surmoi, on peut créer des choses terribles. Donc en principe, je me l'interdis. Mais comme je crois que je suis plus fort que tout, et plus fort que moi-même en particulier, je les envoie quand même. Vous vous êtes prêté à une expérience absolument incroyable. Vous avez autorisé votre compagne, Ariel Dombal, à vous filmer pendant votre sommeil. C'est une espèce de performance. Est-ce que vous avez vu le résultat ? C'est-à-dire qu'elle a utilisé un caméscope, elle vous a filmé, alors vous dormiez, et vous décrivez dormant, espèce de forme sous le drap qui se retourne, qui grogne, qui annonce. Vous avez regardé ça et vous avez trouvé ça terrifiant.
Ça, je vais vous dire un truc, ça m'a... Mon épouse est tellement exquise que son idée, c'était de me montrer à quel point j'étais charmant quand je dormais. C'est ça son idée. Mais moi, j'ai découvert que c'était monstrueux, que j'étais monstrueux, que j'étais réduit à une sorte de part purement physique, presque animale de moi-même. Le sommeil, vous virez vers l'animalité. Et je suis sorti de cette expérience. J'ai le film encore dans un effroi sans nom. Il faudra le projeter un jour au public. Peut-être. Ça fera des entrées. Ça peut faire une... Contrairement à d'habitude, vous voulez dire? Non, c'est absolument. Ah non, c'est pas du tout une pique, mais je me dis qu'il y a des gens qui seraient amusés à l'idée de voir ça. Bernard-Henri Lévy, merci pour cette nuit blanche. C'est paru chez Grasset. Évidemment, ça intéressera tous ceux qui suivent votre travail, Bernard-Henri Lévy, mais ceux qui ne dorment pas non plus. Merci à vous, à bientôt. À suivre le rappel des titres et la revue de presse d'Augustin Lefebvre.